Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, l'invité c'est moi-même, Sophie. Après 12 interviews, j'ai décidé de prendre la parole seule pour faire un bilan de cette saison 1 d'Écho de Ferme. C'est aussi l'occasion de donner mon avis sur la filière et l'avenir de l'agriculture française, et donc de notre assiette. Mais c'est aussi l'occasion de laisser mon propre écho en tant qu'ingénieur agronome et podcastrice agricole. C'est parti. Alors par où commencer ? Je pourrais prendre quelques minutes pour résumer, mais à la fois faire un exposé de 2 heures sans difficulté. Alors pour ce bilan de la saison 1, je vais essayer de faire une approche plutôt macro. Le but n'est pas de revenir sur chaque épisode un par un, parce que ce serait barbant, mais de ressortir plutôt les grandes lignes communes, puis d'aborder les vertus de notre agriculture, et surtout les points de vigilance pour l'avenir. L'objectif est toujours de laisser chacun libre de ce qu'il comprend et de son opinion. À chaque fois, je le dis, j'essaye au maximum d'être impartial, même si c'est pas toujours évident, mais c'est un objectif que j'essaye de tenir à chaque fois. Si tu n'as pas encore tout écouté, d'ailleurs, je t'invite à prendre un temps pour finir les épisodes, parce que chacun est intéressant et enrichissant à sa manière. Donc je te dirais qu'ici, le but, c'est pas de boire mes paroles, mais plutôt d'ouvrir la réflexion, de se cultiver, puis surtout de te donner envie de continuer à me suivre pour la saison 2. Allez, je pose ça là. Petit teasing. Alors je suis très contente parce que la vie fait bien les choses. La saison 1, elle met en lumière une grande diversité qui reflète la filière agricole française et les tendances actuelles. Il y a déjà une diversité au niveau des parcours. On a différents types de profils d'agriculteurs que j'ai pu interviewer et qui donnent finalement un nouveau visage à ce secteur. C'est plus le cliché du fils à papa qui reprend l'exploitation depuis X générations. Il y a aussi le reflet de cette nouvelle tendance avec des néo-ruraux ou des reconversions professionnelles et des personnes qui finalement s'installent et choisissent l'agriculture. Et on a aussi cette tendance qui a été mise en avant notamment dans l'un des épisodes avec Aurélie Buratti, les agriculteurs qui souhaitent en tout cas avoir une expérience salariale avant de venir s'installer ou en tout cas de conseiller leurs enfants de ne pas se lancer directement en tant qu'agriculteur mais plutôt d'essayer d'avoir d'autres aventures, d'autres expériences avant, afin qu'ils reviennent avec l'air certitude de s'installer en tant qu'agriculteur. Il y a aussi une diversité au niveau des hommes et des femmes que j'ai pu interviewer. Une sorte d'équité d'ailleurs, que j'ai essayé au maximum d'avoir. Bon, mais finalement, il y a une réalité, c'est que le milieu agricole est quand même un milieu très masculin. Donc il y a tout de même plus d'agriculteurs que d'agricultrices. Mais il y a une féminisation du secteur et on l'a pu le remarquer d'ailleurs dans cette saison 1, ce qui est bien d'ailleurs, les mœurs se changent, c'est assez difficile mais c'est une tendance qui est bien présente et j'espère qu'il perdurera dans le temps. On a aussi une diversité dans cette saison 1 des productions et des méthodes de production qui ont été mises en lumière. Pour ce point-là, c'était plutôt recherché. Comme je l'expliquais dans l'épisode d'introduction, mon objectif c'était vraiment de montrer la diversité des productions. Donc on a des vignerons, des maraîchers, des arboriculteurs, mais aussi au sein de ces filières-là, il y a des modes de production différents, soit en conventionnel, soit en bio, soit en permaculture, soit en agriculture de conservation des sols, soit avec des labels, peu importe, il y a une diversité. Et là aussi, j'ai essayé du mieux que je peux de le faire ressortir. Et grâce à ça, on a une saison 1 qui est assez diversifiée. À travers ces épisodes, la mission principale était de comprendre leur quotidien et les agriculteurs ont partagé leurs difficultés à titre individuel. Je me rappelle de l'épisode 2 où on a discuté de la place de la femme avec Émilie et Sarah et qui ont expliqué cette difficulté pour une femme de se demander si elle était capable finalement de reprendre une exploitation agricole, surtout quand elle enchaîne après plusieurs générations d'hommes dans la famille. On a aussi parlé du fait que parfois les agriculteurs étaient peu intégrés dans les décisions locales dans l'épisode 1 avec Mathilde. Ou d'ailleurs, on a abordé la question de la difficulté de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, en particulier avec les éleveurs que j'ai pu rencontrer. Bon, la plupart sont d'accord qu'il y a toujours un manque de temps, comme tout le monde. On retrouve aussi un manque de confiance, notamment dans les épisodes avec Eric et sa spiruline qui peut parfois surprendre, ou l'épisode avec Adrien, un néo-rural qui est venu s'installer en tant que paysan boulanger, qui a été pas forcément accueilli les bras ouverts au début, mais qui maintenant a eu une reconnaissance de ses pairs. Et enfin, on a parlé aussi santé, notamment avec Bernard et son cancer de la prostate qui a été reconnu maladie professionnelle par la MSA. J'en profite d'ailleurs pour les remercier d'avoir joué le jeu, pour leur transparence et leur honnêteté, dans les défis qu'ils ont traversés en tant qu'agriculteurs déjà, en tant que chef d'entreprise ensuite, mais aussi en tant qu'humains.
Dans cet épisode de conclusion, je voulais aussi aborder les vertus de notre agriculture et son potentiel. En France, nous avons une belle agriculture diversifiée. C'est le pays de la gastronomie, parce qu'avant tout c'est un pays agricole avec une diversité des territoires et des terroirs. On a aussi une agriculture de qualité. Déjà parce que la France est quand même reconnue pour avoir beaucoup de normes, d'avoir des labels, des cahiers des charges qui sont parfois très contraignants. On a aussi des paysans qui sont passionnés par leur métier et qui sont engagés à mieux faire. Et d'ailleurs, on a beaucoup de démarches locales qui sont louables, comme des coopératives d'agriculteurs qui se rassemblent pour valoriser leur travail et valoriser leur terroir. On a aussi un maillage de la filière agricole qui est assez important, avec des organismes agricoles, des entreprises et des agronomes qui cherchent perpétuellement des solutions pour optimiser cette filière. Et enfin, on a aussi une diversité des territoires. Donc qui dit diversité des territoires dit aussi une meilleure autonomie alimentaire qui est possible. Mais ça peut être quand même un peu, contradictoire, parce que la France a une capacité, ou du moins elle est capable d'être autonome alimentaire si elle le souhaitait davantage. Pourtant, on a de plus en plus d'exportations de produits alimentaires issus d'autres pays, avec d'autres normes, avec d'autres cahiers des charges, avec d'autres méthodes de production. Et ça souligne aussi parfois un manque de soutien des filières agricoles pour être assez compétitifs par rapport à ces autres pays. Et ça m'emmène sur le point des vigilances de l'agriculture française et donc de son avenir. Et pour commencer sur ce point-là, il y a quelque chose qui est primordial à mes yeux et que je voulais partager avec vous, c'est de faire attention à ne pas tomber dans un vice qui est la recherche de la perfection, y compris en agriculture. Une agriculture parfaite sans zéro impact sur l'environnement, je m'interroge pour savoir si elle existe vraiment. Peut-être, mais est-ce qu'elle serait capable de nourrir la planète ? Et surtout, comment la société devrait évoluer pour que ce soit possible ? Bon, vous l'avez compris, c'est un réel sujet, j'ouvre le débat, il n'y a pas forcément de réponse évidente. Dans les points de vigilance, on a l'accès au foncier qui arrive régulièrement. On en a parlé avec Adrien dans l'épisode 10, avec un constat qui est qu'on a une spéculation foncière importante en France qui devient parfois un réel problème dans certaines régions et qui ne facilite pas en fait l'installation de nouveaux agriculteurs. En parallèle de ça, on a une baisse du nombre de fermiers. Je rappelle que près de la moitié des agriculteurs français pourront prétendre à la retraite d'ici 2030, ce qui n'est pas anecdotique et ce qui pose vraiment la question du renouvellement des générations. Si on veut maintenir une agriculture française, une belle agriculture française. Dans les points de vigilance, il y a aussi un manque d'accompagnement et parfois une solitude dans les milieux ruraux. Rien de nouveau quand on entend parler qu'il y a quasiment un suicide tous les 2 jours dans le milieu agricole en France, selon les chiffres de la MSA il y a quelques années. S'ajoute à cela un agribashing, parce que sinon ce serait pas drôle, donc forcément des fausses informations, parfois un type de journalisme qui est plutôt négatif envers le milieu rural et qui pèse finalement sur le moral des agriculteurs. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. J'ai plein d'histoires et de retours d'agriculteurs qui sont souvent klaxonnés, critiqués sur la voie publique dès qu'en fait ils sortent un matériel agricole. Il y a aussi un manque de prise de conscience des consommateurs pour favoriser le français. Très souvent, c'est comme ça, le citoyen préfère favoriser un prix plus compétitif plutôt que regarder la provenance. Et donc, on a une filière qui n'est pas forcément soutenue aussi par les consommateurs. À cela s'ajoute aussi un manque du soutien public et politique. J'essaierai de pas trop rentrer sur ce détail-là. Des lobbies qui sont très puissants et qui parfois empêchent le développement de certaines méthodes de production. Alors forcément, dit comme ça, on aurait envie de dire il y a tout à jeter, rien n'est bon. Non, pas du tout. Tout n'est pas à jeter. Il y a beaucoup de choses qui sont à réinventer si on veut préserver cette agriculture française en tout cas. Et là d'ailleurs est le débat. Quelle agriculture voulons-nous ? Quelle agriculture les politiques veulent-ils soutenir ? Mais bon, comme je dis, pas de politique aujourd'hui, je vous laisse y réfléchir. Cela m'amène donc sur la question de l'assiette. Quelle est l'assiette de demain ? Et du coup, quels sont les modes de consommation ? Tout d'abord, il est certain qu'il y a de nouvelles choses qui se démocratiseront. Je vais parler du coup des insectes, même si c'est quelque chose qui peut être répugnant, les compléments alimentaires, la nourriture in vitro, les gélules nutritives. Bon, est-ce que ça remplacera ce qu'on a dans nos assiettes actuellement ? Personnellement, je pense pas. Surtout en France, où nous sommes attachés à une autre gastronomie et au bien manger. L'avenir de notre assiette dépendra selon moi des soutiens publics de la filière agricole et des décisions qui seront prises dans les prochaines années. Donc j'y reviens à cette question. Quelle agriculture ? Et je pourrais dire au pluriel, quelles agricultures voulons-nous ? Au pluriel, car il y a plusieurs méthodes agricoles qui peuvent se compléter. Personnellement, je reste vraiment persuadée que l'avenir de notre assiette, elle dépendra de l'intérêt qu'y porteront les consommateurs et le budget alloué. Et pour ça, j'ai quelques chiffres à vous partager.
les chiffres de l'évolution du budget alimentaire chez les ménages français, issus d'une étude de l'INSEE. En 1960, 35% du budget était pour l'alimentation, et c'était le poste principal des dépenses pour un ménage. En 2014, ce chiffre est tombé à 20%, et en 2021, il est à 18%. Donc, en 60 ans, les Français allouent moitié moins de leur budget à l'alimentation. Et ça, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. On dit souvent que ce que l'on mange nous définit. Donc, nos choix alimentaires définiront l'avenir de la filière, mais aussi, j'ose le dire, de l'humanité, vu que l'agriculture fait partie des secteurs émetteurs de CO2, des secteurs les plus polluants. Il est donc primordial de s'interroger où j'achète mes produits, à quelle saison, quelle quantité, comment réduire ma consommation de viande, comment compenser, comment est-ce produit. Bref, une multitude de questions, mais qui sont primordiales. Et cela d'ailleurs m'amène aux échos laissés par les agriculteurs et les agricultrices. Manger français, local et de saison, m'ont-ils dit. D'arrêter d'écouter les émissions et la télé, mais plutôt d'aller au contact des agriculteurs et d'oser leur poser nos questions, parce que aucune question est stupide. Et d'ailleurs, dans cet épisode, je vais aussi jouer le jeu avec mon écho. C'est la question que je pose à la fin de chaque épisode, et je vais me la poser. Sophie, si tu avais un seul écho à laisser aux auditeurs qui t'écoutent actuellement, ce serait lequel ? J'avoue que quand je me pose la question, je me dis qu'elle n'est pas évidente, donc je comprends mieux la réaction des agriculteurs et des agricultrices. Moi, je vous dirais d'y croire à cette agriculture française et de s'y intéresser près de chez vous. De voir quels sont les magasins de producteurs, les marchés fermiers, les fermes qui font directement de la vente directe. Et puis, regardez la place de l'alimentation dans votre quotidien, dans votre budget, et peut-être aussi changer son regard sur notre assiette. Je suis persuadée en fait qu'avoir un nouveau regard sur notre alimentation et donc adapter nos modes de consommation, c'est le pas le plus efficace pour contribuer à un monde meilleur. En tout cas, moi, c'est par là que j'ai commencé. On parle à longueur de journée de transition écologique, de réchauffement climatique, ça développe un climat d'éco-anxiété important. Moi, je pense que l'alimentation, et donc l'agriculture, c'est la clé, la solution, au-delà d'être vitale. Voilà. C'était un épisode court où je voulais simplement résumer les épisodes de cette saison 1. J'espère que mon analyse et ces pistes de réflexion t'auront apporté quelque chose. Et encore une fois, je te laisse te faire ton propre avis en allant écouter les épisodes tout d'abord, en faisant des recherches ou en osant venir me poser des questions sur les différents réseaux sociaux. En attendant, je te dis à bientôt pour les nouvelles aventures d'Écho de Ferme. Ciao! J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de Ferme.